Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors, nous arrivons au 120e SITREP. Nous sommes le 22 décembre 2018. Alors, évidemment, on aurait voulu donner des nouvelles un petit peu plus joyeuses parce qu'on arrive aux périodes de fête où on aimerait un peu oublier les tracas du quotidien. Hélas, c'est pas du tout dans les plans de Poroshenko et toute sa clique, ni même des sponsors, ce qui veut dire que tu vas nous donner des nouvelles qui sont particulièrement glaçantes, hein, elles sont très très inquiétantes, et elles préparent un coup qui pourrait avoir des conséquences cataclysmiques dans quelques jours. Alors c'est pour ça que il est très important, encore plus que d'habitude, de partager cette vidéo le plus possible, parce que là il faut que les gens soient au courant. Tu vas le dire certainement, évidemment, dans le SITREP, ce qui est très important, c'est de dénoncer les événements avant qu'ils se produisent, de sorte de donner une chance à ce que ces événements-là ne se produisent finalement pas, parce que... c'est ça en fait, parce que le problème de tous ces plans-là, c'est que pour marcher, ils ont besoin de l'effet de surprise, et donc plus on divulgue l'information, plus on la rend publique, plus on la partage, plus elle est connue, et plus en fait ça les pousse à revoir leur plan. Donc je vais y revenir. Absolument. Effectivement, cet avant-dernier SITREP de l'année est pas très très positif. Puisque du 15 au 21 décembre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 144 reprises, donc de nouveau un petit peu plus que la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 61 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc un petit peu moins. Mais si on rajoute tout ce qui est munitions de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, systèmes de défense anti-aérien, lance-grenades et armes légères, on arrive quand même à un total de 1665 munitions, donc on est à plus que la semaine dernière. Il faut y rajouter les 23 violations et 50 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Les tirs de la semaine ont touché 22 localités de la République, donc là c'est comme la semaine dernière, ça n'a pas bougé. Par contre le bilan est bien plus mauvais, puisque 5 soldats ont été tués, 5 soldats de la RPD ont été tués cette semaine, et 2 ont été blessés par des tirs de sniper. Mais même le bilan, enfin tout est à l'avenant en fait. Ouais, c'est ça. Donc on avait parlé des plans de l'offensive qui étaient envisagés par les autorités ukrainiennes dans le sud de la République, et bien suite à la divulgation de ces plans, Kiev a décidé de postposer l'offensive et de changer sa localisation. Oui, une fois le plan inventé, ils ont été obligés d'en changer. Donc d'après Bassourine, cette divulgation des plans du commandement ukrainien a pris ce dernier par surprise et l'a obligé à repousser la date de l'offensive et changer la direction de l'attaque. Alors que l'attaque initiale était, je le rappelle, prévue le 14 décembre, elle a été repoussée au 24-25, ce qui permettrait à Poroshenko de justifier le prolongement de la loi martiale qui, je le rappelle, expire le 26. Ouais. Donc à cette fin, la machine de propagande ukrainienne carbure à plein régime. Les unités d'opération psychologique des forces armées ukrainiennes ont reçu l'ordre de créer un contexte médiatique favorable pour éviter un nouvel échec de l'opération, entre autres en martelant que la milice populaire de la RPD prépare prétendument une provocation armée pour la nouvelle date prévue de l'offensive ukrainienne. D'après les services de renseignement de la RPD, après la divulgation de leur plan, les autorités ukrainiennes ont rencontré en urgence les experts militaires des pays de l'OTAN et les curateurs américains pour décider de la suite des opérations. C'est suite à cette réunion que les plans de l'offensive ont été postposés. En tout cas, plusieurs faits semblent confirmer que l'offensive n'est pas purement et simplement annulée, mais simplement repoussée. À savoir que depuis le 12 décembre, donc les missions de reconnaissance et de diversion se multiplient de la part de l'armée ukrainienne. Cette dernière utilise aussi massivement les drones, aussi bien pour larguer des engins explosifs que pour faire de la reconnaissance. Rien que le 14 décembre, en une journée, l'armée de l'RPD en a abattu 4 quand même, donc c'est quand même énorme. D'habitude, c'est plus ou moins le score qu'on fait à la semaine quand même. Et d'après nos collègues de Wargonzo, 72 conseillers militaires de l'OTAN se trouvent actuellement dans la zone de l'opération de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Ces conseillers supervisent directement les opérations des unités des FAU présentes sur le front, mais il n'y a pas que la date donc qui a changé. La direction de l'offensive aussi semble avoir été modifiée. Si on regarde les concentrations d'unités et de pièces d'armement ukrainiens près de la zone de Gorlovka et Svetlodarsk, donc c'est l'arc qui est en face de Debaltsevo, les services de renseignement de la RPD ont ainsi détecté près de Gorlovka la présence de la 72e brigade mécanisée, de la 58e brigade d'infanterie, de la 1re brigade de chars d'assaut et de la 81e brigade aéroportée. Au total, c'est 6 brigades, 20 000 hommes, plus de 120 chars d'assaut, 250 pièces d'artillerie et de mortier et 110 lance-roquettes multiples qui ont été déployés dans cette zone. Donc bon, je ne pense pas que ce soit pour faire joli ou pour préparer les terres pour le labour. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, il faut souligner encore une fois, pour ceux qui en douteraient encore, que l'OTAN
a mis ses sales pattes dans cette affaire. Ils sont impliqués, mais alors jusqu'au cou. Il faut donc rajouter à cet énoncé à la Prévert la 30e et la 93e brigade mécanisée, 2 bataillons de lance-roquettes multiples ouragans du 15e régiment d'artillerie et de la 27e brigade des forces armées ukrainiennes, et un bataillon de lance-roquettes multiples Smerch de la 40e brigade d'artillerie qui sont encore attendus pour déploiement. D'après nos collègues de Wargonzo, la 30e brigade mécanisée a déjà été envoyée sur zone et serait constituée principalement d'ultranationalistes ukrainiens qui faisaient partie entre autres de ces fameuses milices de maintien de l'ordre, celles qui étaient censées aider la police, là, tu sais, à faire régner l'ordre dans les rues, là, qui est en Ukraine. Donc il semble qu'ils les ont recyclés en chair à canon. Cette unité devrait être complétée dans l'arc de Svetlodarsk par le 18e régiment de la garde nationale qui inclut les unités néo-nazis Azov et Donbass. Donc comme pour le plan d'offensive initial prévu dans le sud, les RPD n'excluent pas l'organisation de provocation de la part de l'armée ukrainienne avec l'aide de l'Occident pour justifier cette attaque contre la zone de Gorlovka-Svetlodarsk. La RPD, entre autres Denis Pouchiline, a appelé la communauté internationale à empêcher à la fois la provocation, donc qui serait le sabotage d'une usine chimique, ou en tout cas utilisant des produits chimiques dangereux à proximité de la ligne de front. Donc soit des usines qui utilisent de l'ammoniac, du chlore ou ce genre de produits, et aussi empêcher l'offensive qui suivrait. J'espère vraiment que ces appels porteront leurs fruits comme ceux du premier. Et pour donc ceux de nos auditeurs qui se disent ça fait 20 fois que vous nous dites qu'il y aura une offensive et que finalement elles n'ont pas lieu, on leur mettra le lien vers un article du Seeker qui explique très très bien ce qu'est l'art de l'attaque surprise. Et qui explique qu'en fait ça peut être potentiellement une tactique de Kiev, c'est-à-dire de préparer tout pour une offensive, puis reculer, puis réessayer ailleurs, puis reculer, puis ça oblige en fait les RPD et les RPL à se tenir toujours en alerte. Ça consomme énormément l'énergie et l'attention de nos hommes, et ça peut pousser à un moment à un relâchement, c'est-à-dire au bout d'un moment on se dit de toute façon ils attaqueront pas comme d'habitude, et puis c'est là qu'ils vont frapper. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de les dénoncer, parce qu'on voit le fait de divulguer le plan initial, ça les a obligés à y renoncer, en tout cas partiellement, tu vois, et à changer de le fusil d'épaule. Oui, l'objectif ici, c'est pas d'avoir raison, c'est d'empêcher que ça arrive. C'est d'empêcher que ça arrive, c'est exactement ça. Et dans le cadre donc de ces provocations, il n'y a pas que l'utilisation de sabotage, de provocations chimiques qui sont envisagées, puisque le 20 décembre 2018, donc ça c'est une info qui est sortie là, je viens de publier l'article avant le site rep, donc vraiment j'encourage nos auditeurs aussi à faire circuler cette information, elle est extrêmement importante. L'information a été sortie par le groupe de hackers Sprout, qui a, donc je sais le nom est assez rigolo, ça veut dire en gros octopus, quoi, c'est un poulpe, quoi, c'est voilà, c'est une pieuvre, qui a publié un document interne de l'OSCE, donc document interne, donc c'est pas un document public, c'est un document qui normalement est confidentiel, et qui indique que les autorités ukrainiennes prévoient d'organiser une nouvelle provocation dans le détroit de Kerch vers le 23-24 décembre. Ces informations ont été publiées le lendemain de la déclaration d'Alexandre Turchinov, qui a promis dans une interview accordée à la BBC d'envoyer bientôt de nouveau des navires militaires ukrainiens dans le détroit de Kerch. C'est vrai que ça n'avait pas suffi d'en laisser 3 à la Russie. Ce cher Turchinov a même invité des navires de guerre de l'OTAN à les accompagner et des observateurs de l'OSCE à monter sur les navires ukrainiens qui franchiront le détroit. Il a même affirmé que l'Ukraine peut détruire le pont de Crimée, dans une interview à la BBC, tout va bien. Mais ils osent tout, puisque ils ont le, comment ça s'appelle, l'Occident ferme les yeux sur tout, de toute façon pourquoi ils se gêneraient. Voilà, c'est ça, blanc-seing. En tout cas, ça confirme que quand les Russes disent qu'ils craignent les actions potentiellement dangereuses des navires ukrainiens, c'est pas de la parano. Non. Parce que je rappelle que Turchinov, c'est quand même un officiel du gouvernement ukrainien, c'est quand même le chef du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, et l'ancien président ukrainien par intérim, et ce mec-là parle publiquement, dans une interview à la BBC, de commettre un acte terroriste contre une infrastructure civile. Mais tout va bien, tout va bien. Et la BBC publie ça en ukrainien sur son site internet, sans commentaire de désapprobation, sans commentaire pour signaler que c'est un acte terroriste et criminel. C'est intéressant comme concept. Moi je dis qu'il ne sent quand même. Assez bizarrement, c'est assez ironique ce que je dis, la BBC n'a pas traduit cette interview en anglais,
peut-être pour éviter que le public européen ne comprenne quel genre de criminel est Monsieur Turchinov. C'est déjà la deuxième fois, hein. Je rappelle qu'ils avaient fait, c'était quoi l'année dernière, hein, je crois, une interview qu'ils avaient publiée en russe, hein, de Monsieur Turchinov, hein, où il disait qu'il avait armé des néo-nazis criminels qui sortaient de tôle, des gens dont il n'avait pas vérifié le casier judiciaire. Et ça aussi, elle n'avait pas été traduite en anglais, hein, c'est un peu bizarre, hein, c'est étrange. Pourquoi vous en faites pas profiter vos audiences On rappelle quand même que la BBC est un organe médiatique public, financé par le contribuable britannique, hein, et donc dirigé par l'État britannique. Hein. L'État britannique, comme France Télévisions en France. Alors Reuters a publié un truc en anglais, mais une petite version édulcorée. Hein. Ils ont enlevé l'appel à détruire le pont de Crimée. Hein. Bah tiens, c'est comme c'est bizarre. Hein. Hein, encore une fois, il semble que les médias occidentaux ne veulent pas que leurs lecteurs sachent que le gouvernement de Kiev est composé de personnes qui prônent publiquement le fait de commettre des actes terroristes. On se demande pourquoi. Hein. Je laisse nos lecteurs et auditeurs trouver la conclusion par eux-mêmes. Hein. Je pense qu'ils la trouveront seuls, sans problème. Oui, c'est simple, oui. Hein, voilà. Donc après l'annonce de cette nouvelle provocation à venir, la seule question qui restait, c'était quand. Et la réponse donc a été fournie par ce groupe de pirates, hein, Sprout, qui a réussi à obtenir donc des documents internes à la mission spéciale de surveillance de l'OSCE en Ukraine. Donc ce groupe de hackers est bien connu, hein, pour dévoiler des informations qui sont souvent confirmées par la suite. Donc comme leurs informations sont généralement fiables, j'ai décidé de les publier. C'est un document de l'OSCE dont on mettra les screenshots donc à l'écran, qui est daté du 6 décembre 2018, qui a été obtenu en piratant le SBU, qui a lui-même volé le document à l'OSCE. C'est charmant, merveilleux. Non, vraiment là, c'est top du top quand même. Hein. Ouais. Donc cette note interne contient en fait des données habituelles de rapport pour les 5 et 6 décembre 2018 de l'unité de la mission de surveillance qui est basée dans le sud, vers Mariupol. Hein, donc c'est, je suppose, le document qu'ils transmettent au centre à Kiev pour ensuite faire le rapport quotidien qui rassemble toutes les informations. Donc on voit des trucs classiques, hein, nombre de bombardements, ils se plaignent des problèmes pour circuler à certains endroits, bon, rien de spécial. Mais, à la 3e page, là on découvre un petit paragraphe très intéressant qui contient des informations issues d'une discussion entre les observateurs de l'OSCE et le directeur du port commercial de Mariupol. Je vais le citer in extenso. En outre, il a dit qu'à l'intérieur du territoire portuaire, il y avait des militaires logés dans un des bâtiments, mais qu'il avait du mal à en connaître le nombre exact. Les militaires sont arrivés il y a environ une semaine, dans 2 véhicules civils. Ils traitent les travailleurs portuaires très poliment. Une fois arrivé, le commandant militaire a informé le directeur qu'il resterait dans le port jusqu'à la fin du mois et partirait après avoir accueilli plusieurs navires de la marine ukrainienne qui sont censés arriver du port d'Odessa le 24 décembre prochain, c'est-à-dire après-demain, quoi. Alors, ces informations sont confirmées dans le paragraphe d'après, qui indique que la patrouille des gardes frontières ukrainiens s'est également déclaré attendre donc l'arrivée de navires de guerre vers la fin du mois de décembre. Comme le document ne date que du 6, ça signifie que les autorités ukrainiennes n'ont pas attendu bien longtemps après la première provocation pour planifier la seconde. Oui. Voilà. Et puis, comme il faut du temps pour traverser et arriver du détroit de Kerch, on peut s'attendre à ce que la nouvelle provocation ukrainienne ait lieu entre le 23 et le 24 décembre 2018. Hein, mais comme l'a dit Vladimir Poutine, plus les pays occidentaux ferment les yeux sur les crimes de Kiev, plus il y a de provocations, et à la fin, ça pourrait mener jusqu'à une guerre. Je le rappelle quand même, avec des conneries moins importantes que ça, on a déclenché des conflits meurtriers. Ouais. Alors moi, ce qui me choque le plus, c'est que, autant l'OSCE n'a toujours pas déclaré qu'elle accepterait de jouer le rôle de bouclier humain sur les rafios ukrainiens. Par contre, moi, ce qui m'alarme beaucoup plus, c'est que ils n'ont pas transmis aux Russes les informations qui sont contenues dans ce rapport. Alors, je rappelle que la Fédération de Russie est membre de l'OSCE. Ouais, donc là, il y a quelque chose qui pue, effectivement. Ah, ça s'appelle la collusion, ouais. Hein, parce que là, c'est la preuve ultime que l'OSCE non seulement ferme les yeux sur les crimes des autorités ukrainiennes et les cache, mais là, il les couvre complètement. C'est là, je veux dire, ils savent qu'il y a une merde qui va se présenter, et ils disent rien. Ni publiquement, ni même en privé à la Russie, rien du tout. Donc c'est bien, là on a la preuve ultime que ce sont les complices des criminels ukrainiens. Moi je me pose de plus en plus de questions sur leur rôle réel dans le Donbass. Ouais, surtout qu'ils avaient le temps quand même de le dénoncer, ça. Ouais, si entre le 6 décembre et maintenant le 22, ouais.
Hein, 2 semaines 15 jours, 2 semaines, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Moi, je pense vraiment que là, il faudrait que et la Russie et l'Europe, etc., s'interrogent hein, sur le rôle de l'OSCE ici, avant que cette organisation ne ferme les yeux sur la provocation de trop qui va finir par faire déborder le vase. Parce que je rappelle que la patience de la Russie n'est pas infinie, et que quand il y aura une vraie guerre, que certains députés ukrainiens veulent voir se produire, hein, parce qu'ils ont encore appelé Poroshenko à déclarer officiellement la guerre à la Russie. C'est trop tard pour pleurer. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est pas une fois que vous serez pris des missiles nucléaires sur la gueule qu'il faudra venir chialer. Mais non, mais là, oui. À moins d'avoir un bras vitrifié, quoi, c'est tout. Hein. Non, juste un bras. N'importe quoi. Enfin, vraiment, là, vraiment, il serait temps que l'Occident se réveille et arrête les conneries, là. Parce que vous êtes en train de laisser l'Ukraine vous entraîner vers des choses extrêmement, extrêmement graves. Et je dis pas ça à la légère. Bon, une petite touche de trucs positifs quand même, parce qu'il en faut un peu quand même. On va en République populaire de Lugansk, qui a suivi les traces de sa grande sœur de Donetsk, puisqu'elle a signé le 19 décembre 2018 un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle avec la République d'Ossétie du Sud. Donc je rappelle, la RPD avait fait ça l'année dernière. Donc il y a un an, quasiment jour pour jour. Le document a été signé donc le 19 à Tskhinvali par les chefs des deux républiques, Leonid Pasechnik pour la RPL et Anatoly Bibilov pour la République d'Ossétie du Sud. Le président du Conseil populaire de la RPL, Denis Miroshnichenko, et le ministre des Affaires étrangères Vladislav Deinego faisaient aussi partie de la délégation de Lugansk. Pasechnik a déclaré: aujourd'hui, nous avons signé un accord d'amitié entre nos républiques. Nous coopérons avec succès depuis 5 ans dans les domaines de l'économie, de la culture et des organisations publiques, et la signature de cet accord aujourd'hui n'est que l'officialisation de nos relations. Il a aussi déclaré qu'il y avait encore beaucoup de travail à accomplir, mais que ça allait être quand même plus simple de le faire à deux. La signature de ce traité a eu lieu dans le cadre de la première visite officielle du chef de la RPL en Ossétie du Sud. La délégation de Lugansk était arrivée la veille à Tskhinvali. Lors de cette visite, le chef de la RPL, Leonid Pasechnik, a décoré le président de la République d'Ossétie du Sud, Anatoly Bibilov, de l'ordre de l'amitié. C'est la médaille numéro 1 qu'il lui a donnée, parce qu'il faut savoir qu'ici, comme en Russie, les médailles sont numérotées. Ça évite les contrefaçons et autres machins. Elles sont nominatives et numérotées. D'accord. Donc il dit: vous avez été les premiers à nous reconnaître et vous êtes les seuls à recevoir cet ordre de la RPL, jusqu'ici en tout cas. Il a été indiqué que cet ordre de l'amitié de la RPL est décerné aux personnes qui ont œuvré de manière importante pour promouvoir la paix, l'amitié et la coopération avec la République populaire de Lugansk, mais aussi son développement, l'assistance mutuelle et le soutien à la République, ainsi que ceux qui ont contribué de manière significative au développement des liens économiques, scientifiques et techniques. Alors, si on regarde l'évolution de la situation en Ukraine... Oui, là, on remet les bottes pour aller dans la boue, là, comme on dit. Ah, ça, j'appelle ça une fosse à purin, mais bon. Donc, on avait parlé de ce pseudo-concile de réunification, qui avait lieu donc la semaine dernière, alors qu'on tournait justement le site précédent, et qui, comme je le disais, n'a servi en réalité qu'à unir les deux églises schismatiques, les deux églises orthodoxes schismatiques ukrainiennes. Mais bon, ça a été le préalable, le préambule, puis maintenant, les autorités de Kiev passent à l'offensive législative contre l'église orthodoxe ukrainienne canonique pour essayer de la dépouiller légalement de ses églises, monastères et l'or. Donc ce concile de réunification du 15 décembre 2018 fut une mascarade qui n'avait rien de religieux, et c'était une vraie honte, là, franchement, aussi bien pour l'État ukrainien que pour le patriarcat de Constantinople. J'arrive plus à avoir de respect pour le patriarche de Constantinople, j'ai vraiment du mal à... Oh c'est un agent de la CIA, point barre. À parler de lui avec respect. Puis bon, je parlerai même pas de la pseudo-église qui est sortie de ce concile. Malgré toutes les pressions exercées sur donc l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou, l'UOC-MP, ces hiérarques ont dans leur très grande majorité refusé de participer à cette mascarade. Il n'y en a eu que 2 qui se sont pointés. Ils ont été anathémisés dans la foulée. Résultat, le SBU a emmené de force une dizaine d'évêques de l'église canonique pour les obliger à signer des lettres dans lesquelles ils donnaient leur voix au métropolite Siméon, donc l'un des deux... Non, je peux pas appeler ça un évêque, je vais appeler ça un trou du cul, qui était issu donc à la base qui était un évêque de l'église canonique, et qui était venu à ce concile. Mais la méthode n'a pas marché, parce que le patriarcat de Constantinople a exigé que les évêques viennent sur place en personne, donc... Ils ont attendu pendant je sais pas combien de plombes qu'ils viennent et puis ils sont pas venus.
Autre grand délire, c'est qu'en plus d'avoir été présent lors du concile, ce qui déjà en soi est déjà assez hallucinant, Poroshenko a en plus présidé le concile. Donc il était à côté de Bartholomé et toute la clique là à la table qui présidait le concile. Donc on a un président, donc le gars qui est à la tête du pouvoir temporel, qui se retrouve à présider un concile religieux. Comme l'a dit le patriarche Cyril, si Poutine avait fait la même chose en Russie, je te raconte pas les cris d'orfraie qu'on aurait entendus dans tous les médias occidentaux. Ah bah ça aurait fait le tour de la Lune, ça serait reparti sur Mars en passant par Vénus pour revenir sur la Terre. Jupiter, non, en passant par Jupiter, t'as oublié Jupiter. Ah Jupiter, oui. Les anneaux de je pense même Saturne. que ça aurait été jusqu'à Pluton. Non mais sérieusement, quoi. Là, on touche le fond quand même. Alors, non seulement il a présidé, mais en plus, il a été jusqu'à faire pression pour que les évêques votent pour Monseigneur Siméon, donc l'un des évêques issus de l'église canonique qui s'était pointé. Le TDC, quoi. Oui, non, mais c'est... Non, mais non seulement il était là, il présidait, mais en plus, il a fait de l'ingérence totale dans le vote. Je rappelle que la constitution ukrainienne, point numéro 35, interdit au pouvoir temporel de se mêler des affaires religieuses dans le pays. Ouais. Je rappelle que l'Ukraine est laïque. Voilà. C'est pour ça qu'il faut craindre le pire avec ce Ouistiti encore à la tête de l'État ukrainien. Ouais, non, ça c'est clair. Donc il a insisté pour qu'il vote pour Monseigneur Siméon et pas pour le candidat du pseudo-patriarche Philaret, Épiphane. Parce que, tiens-toi bien, alors la raison invoquée, ça a été parce que le patriarcat de Constantinople l'exigeait. Et à part ça, cette église est soi-disant indépendante, autocéphale, tout ça. Alors, pourquoi est-ce que Poroshenko et le Fanard ont insisté autant que ça pour faire élire Siméon au départ ? Tout simplement parce que justement, comme je le disais, il est issu de l'UOC-MP, et donc sa filiation ecclésiastique est canonique, contrairement à Épiphane, qui a été ordonné dans l'église schismatique, et dont la filiation, elle vaut que dalle. Voilà, donc en faisant élire Siméon, Constantinople espérait donner un semblant de légitimité à ce bricolage complètement hérétique qui est la réunification des deux pseudo-églises orthodoxes schismatiques et obtenir ainsi l'acceptation de cette aberration par les autres églises orthodoxes autocéphales. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Philaret leur a fait bouffer des couleuvres de la taille d'un baobab. Et ça s'est pas très bien passé quand même. Même parmi les laïcs qui étaient présents à ce concile, comme le député du Parlement régional de Volhynie, Nikolai Bouliga, la pilule n'est pas bien passée, non. Il a vertement critiqué le déroulement de ce pseudo-concile. Il a même accusé Philaret d'utiliser les méthodes du KGB, du KGB pour évincer certains candidats. Oui. C'est magnifique quand même. Voilà. Donc, méthode du KGB pour évincer les candidats. C'est pas mal pour quelqu'un qui est censé être un patriarche, c'est-à-dire l'équivalent, on va dire, d'un pape ou d'un... C'est un chef spirituel quand même. Je sais pas où est-ce qu'il a trouvé sa spiritualité, mais... Ouais, je sais pas non plus. Je veux même pas investiguer là-dessus. En tout cas, Philaret a réussi par cette méthode à obtenir ce qu'il voulait, faire élire son fidèle protégé, Épiphanie, qui l'a remercié en lui accordant la place de patriarche d'honneur à vie de la nouvelle pseudo-église, alors que Constantinople ne lui reconnaît que le titre de métropolite. Paris gagné donc pour Philaret, qui reste ainsi, comme il l'avait promis, patriarche de Kiev à vie. Non, mais il l'avait dit qu'il le resterait jusqu'à sa mort, voilà. C'est magnifique. Puis Constantinople a avalisé ça, c'est magnifique. Enfin bon, c'est pas la première fois que le patriarcat de Constantinople se fourvoie dans de pseudo-conciles qui s'avèrent être des hérésies et qui se retrouvent dénoncés par après, comme l'a rappelé le métropolite Hilarion, porte-parole de l'église orthodoxe russe, qui a rappelé au choix l'épisode de l'Union de Florence, l'épisode avec la pseudo-église orthodoxe rénovée de l'époque bolchevique. Chaque fois, Constantinople a soutenu ses délires. C'est quand même... on se pose 2-3 questions, effectivement. En tout cas, le patriarche Cyril de l'église orthodoxe russe, lui aussi, n'a pas mâché ses mots. Son commentaire concernant ce pseudo-concile a été pas piqué des hannetons.
Il a écrit une lettre à tous les autres chefs d'église autocéphales pour leur dire déjà de ne pas reconnaître ce machin, de ne pas entrer en communion avec cette espèce de pseudo-église. Hein. Et puis il a quand même bien souligné que c'était quand même assez hallucinant de voir des membres du gouvernement ukrainien qui sont ouvertement uniates, à savoir Poroshenko et Andriy Paroubi, hein, le fameux président néo-nazi de la Rada. Encore un. Il était là lui aussi, il était lui là aussi. Donc c'est deux uniates, c'est des gréco-catholiques. C'est absolument pas des orthodoxes. Ouais. Vous m'expliquez ce qu'ils foutent là? Ils sont allés s'immiscer dans les affaires de l'église orthodoxe ukrainienne. Donc en plus du côté anticonstitutionnel de la chose, c'est comme si un président protestant s'immisçait dans les affaires de l'église catholique. Ah, c'est gratiné. Hein. Non, mais on touche le fond. Hein. Bref. Il a aussi rappelé, le patriarche Cyril a rappelé qu'en 2016, Constantinople avait pourtant promis de ne pas accorder l'autocéphalie à l'Ukraine pour ne pas légitimer le schisme, et qu'en gros, Bartholomé n'a pas de parole. Quoi. Non, mais ça prouve ce que je disais, ce mec est un politicard. Il change de promesses comme de chemise. Voilà. En tout cas, comme je l'ai dit, il a appelé donc les autres patriarches à ne pas reconnaître cette pseudo-église bricolée et ne pas entrer en communion avec elle. Je pense qu'il sera relativement entendu. Par contre, ces appels sont complètement inaudibles pour les autorités de Kiev qui ont décidé de poursuivre dans leur délire et de continuer tout ce qu'ils peuvent pour détruire l'église orthodoxe ukrainienne canonique, puisque revenant sur ces belles promesses médiatiques de Poroshenko et du nouveau pseudo-primat de Kiev, donc ce cher Épiphane, qui avait tous juré la main sur le cœur, mais promis, on ne va pas exproprier l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. On va pas les persécuter, c'est pas vrai. C'est de la propagande russe. Eh ben, il n'aura pas fallu longtemps au gouvernement ukrainien pour prouver que ces paroles ne valaient même pas un morceau de papier toilette. Puisque le 20 décembre 2018, donc 5 jours après ce pseudo-concile, la Rada a adopté une loi qui exige de l'UOCMP qu'elle change de nom et qu'elle ne puisse plus s'appeler Église orthodoxe ukrainienne. Le tout malgré les plus de 2000 fidèles qui étaient venus prier devant le Parlement pour empêcher le vote, quoi. Voilà, donc ça c'est le projet de loi, c'est un numéro 5309, qui déclare qu'il n'y a qu'une seule église orthodoxe ukrainienne, celle créée par ce pseudo-concile bidon, là, et ils veulent obliger l'UOCMP à indiquer qu'elle est en gros issue de l'église orthodoxe russe. Et il y a un second projet de loi aussi, j'en reparlerai après, le 4128, qui veut simplifier le passage des paroisses d'une église à une autre. Ça aussi, je vais y revenir. Alors, pourquoi vouloir retirer à l'UOCMP son nom? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est des raisons de propagande, puisqu'ils veulent obliger donc l'UOCMP à indiquer qu'elle fait partie de l'église orthodoxe russe, et donc elle dépend de l'État agresseur. Pour renforcer cette fameuse théorie rhétorique bidon et délirante des autorités ukrainiennes, et donc faciliter de nouveau la persécution de l'Église par tous les groupuscules néo-nazis ukrainiens. Et puis surtout, si elle change de nom, elle doit refaire l'enregistrement de tous ses biens immobiliers. C'est plus la même organisation. Ce qui permettrait aux autorités de Kiev de refuser les nouveaux enregistrements, comme le ministère de la Justice l'avait fait il n'y a pas très très longtemps là. Et puis après, ça va leur permettre de dépouiller légalement l'église de ses biens, c'est-à-dire monastère, grotte, lore, couvent, église, chapelle. C'est bien, c'est magnifique. C'est beau. Donc la loi a été votée sans problème à la Rada, mais ça a quand même provoqué une bagarre dans le Parlement, puisque l'opposition a râlé contre ce truc, et puis ça a dégénéré, comme d'habitude. Sauf que, comme l'a rappelé de nouveau le département juridique de l'Église orthodoxe ukrainienne, cette loi n'est pas compatible avec la constitution ukrainienne ni même avec les droits de l'homme. Et a souligné que cette immixtion de l'État dans les affaires de l'Église pourrait avoir des conséquences imprévisibles dans la société ukrainienne. Enfin bon, ça, ils en ont rien à foutre. L'UOCMP a même appelé Poroshenko à opposer son droit de veto sur cette loi. Le deuxième projet de loi dont je parlais à lui était ajourné. Alors le but de celui-là, c'est de viser en fait à légaliser les vols d'église par les radicaux ukrainiens. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est autoriser le transfert d'une paroisse, c'est-à-dire d'une église, d'une des églises orthodoxes à l'autre par un simple vote, auquel n'importe qui affirmant qu'il est membre de la paroisse pourrait participer, sauf que personne ne pourra vérifier si la personne est réellement membre de la paroisse, ni même si elle est orthodoxe, uniate ou même athée, ou païenne, ou Dieu sait quoi. Résultat, il suffira de ramener une foule de tarés qui peuvent ne même pas habiter là, les rassembler devant l'église désirée, les faire voter, pour qu'elle passe au schismatique légalisé par Constantinople. C'est beau quand même,
Alors, c'est comme ça qu'ils ont procédé depuis 2014 pour voler quand même une 60aine d'églises. Mais jusque-là, c'était illégal. Là, avec ce projet de loi, ils veulent légaliser cette pratique mafieuse. Ouais, enfin, c'est... Ça en dit long, ces deux lois, quand même, sur le caractère religieux de la nouvelle pseudo-église créée par Constantinople en Ukraine, qui pour moi tient plus de la mafia en soutane que d'une église s'occupant du salut des âmes de ses fidèles. En tout cas, le mélange des genres ne passe pas, même à Kiev, puisque le comité d'experts du Parlement ukrainien a décrété que la loi qui a été votée hier imposant à l'UOCMP de changer de nom viole bel et bien la constitution ukrainienne. Le problème, c'est que les conclusions de ces experts ne sont pas contraignantes et qu'il y a de bonnes chances pour que le gouvernement ukrainien s'assoie sur l'anticonstitutionnalité de cette loi, comme il s'est assis sur l'illégalité des vols d'église de l'UOCMP depuis 4 ans. Et puis, comme je l'avais annoncé et comme je le craignais, la guerre de religion a commencé en Ukraine. Ouais. Qui c'est qui m'avait dit dans les commentaires que c'était pas possible, des choses comme ça, au XXIe siècle ? Parce que là... Regardez-vous, comptez-vous là, parce que j'en ai marre d'avoir raison et j'en ai marre d'avoir des commentaires débiles de gens qui croient que ce genre de choses peuvent pas arriver. Oui, et puis le SBU, je veux dire, est déjà connu pour ses pratiques de torture, même d'exécution gratuite, parce qu'il y a quand même un certain nombre de prisonniers qui venaient de la DNR, donc on n'a plus de nouvelles. Là, on a eu des nouvelles d'un volontaire russe qui avait été capturé sur le front en République populaire de Lugansk, et qui est mort en prison à Lvov. D'accord. Il semble qu'il a été assassiné. Moscou demande des éclaircissements. Et le plus beau, c'est qu'il y a actuellement des négociations pour mener un nouvel échange de prisonniers au format tous contre tous. Enfin, soi-disant, Kiev traîne des pieds, etc. Et normalement, Kiev va fournir des listes de prisonniers qui sont vérifiés, de gens dont on sait où ils sont et qui sont en vie. Devine qui s'est retrouvé sur cette liste ? Je crains le pire, mais vas-y, je t'écoute. Le volontaire russe qui est mort à Lvov. D'accord, bon voilà, c'est clair, ils se foutent de la gueule du monde. Voilà, je pense que... Voilà, tu as tout dit. Je pense que, voilà, on peut s'épargner de grandes dissertations sur ce que... Ah oui, la digression est même pas nécessaire, c'est limpide. Voilà, ils ont fait traîner, là maintenant, ils font un max de publicité pour dire « Ah oui, on veut essayer de le mener d'ici le 6 janvier », là ils se réveillent d'un coup, enfin bon, c'est n'importe quoi, comme d'habitude, c'est Kiev. Donc on s'imagine... Excuse-moi, mais là, on peut s'imaginer ce que le SBU pourrait faire à ces dignitaires de l'église orthodoxe canonique en Ukraine. Je ne vais même pas y penser, ça me file la chair de poule. Rien que d'imaginer ce qu'ils pourraient faire à Onufre ou à Seyirark, franchement, là, je suis pas sûr que Moscou laisserait faire, parce que là, ce serait... c'est plus les violations des droits de l'homme là. Les Moscou sont assez limités, puisque la diplomatie ne mène à rien. On l'a vu avec les récentes résolutions à l'ONU. C'est devenu une chambre d'enregistrement des volontés américaines. Et je reviendrai bientôt aussi sur la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai aussi du croustillant dessus. Ça va être sympa pour terminer l'année. En tout cas, pendant ce temps-là, à Kiev, Poroshenko est en train de payer la corde avec laquelle il va être pendu par les ultranationalistes, puisque pour essayer de satisfaire son électorat néo-nazi, grappiller quelques points de plus dans les sondages, Porky a demandé au chef du SBU, Gritsak, de trouver des fonctionnaires ukrainiens qui ont des proches, qui ont la citoyenneté russe, de les poursuivre, voire de les virer si nécessaire. Donc il a dit, je cite, « Nous avons un grand nombre de fonctionnaires, parmi lesquels ceux qui travaillent dans les forces de l'ordre, qui ont des parents en Crimée. J'ai demandé au chef du SBU, Vassili Gritsak, d'ordonner à l'agence ukrainienne de contre-espionnage d'effectuer des vérifications des informations sur tous les fonctionnaires en accordant une priorité particulière à ceux employés par les forces de l'ordre et les agences d'enquête. » Donc il a déclaré ça lors d'une conférence de presse à Kiev le 16 décembre, en réponse à une demande de faire connaître ses vues sur le fait que les SBU avait constaté que Sergei Semochko, qui est quand même premier chef adjoint du service du renseignement extérieur, avait la citoyenneté russe. Epic fail. Tout va bien. Sauf qu'on est revenu rajouter un bel epic fail par-dessus l'epic fail. C'est là que tu te dis que Poroshenko a mieux fait de fermer sa gueule. Parce que les journalistes de strana.ua ont été fouillés. Ils ont été plus rapides que le SBU. Et ils ont découvert que Poroshenko et Klimkin, donc je rappelle le ministre des Affaires étrangères ukrainien, ont des proches russes ou d'origine russe. Facepalm. Voilà.
Donc, selon ce journal, Yulia Poroshenko, l'épouse du fils aîné du président ukrainien, Alexei Poroshenko, est née en Russie. Et avant son changement de nom, elle avait la citoyenneté russe. Elle est née à Saint-Pétersbourg quand même. Là, ça prouve une chose, c'est que c'est toujours très dangereux de diriger un pays quand on continue de boire de la vodka comme de l'eau. Hein. Ouais, ça c'est clair. Ils ont même découvert que l'oncle et la tante de Yulia Poroshenko vivent en Crimée et ont participé au référendum de 2014. Oui. Ça doit être beau les discussions en famille. Ah oui. Oui. Le repas dominical, il doit être sympa. Ils ont aussi trouvé des proches russes chez Pavel Klimkin, donc le ministre des Affaires étrangères, puisqu'ils ont rappelé qu'en 2015, il a épousé en seconde noces Marina Mikhailenko, qui travaille dans l'administration présidentielle ukrainienne. Et ils ont découvert qu'elle est en fait la fille du major général soviétique Yuri Vassilievitch Mikhailenko, qui a reçu en 2014 la médaille pour le retour de la Crimée et qui vit actuellement sur la péninsule. Re-ouille. Aïe, ouais. Ça fait mal, là. Il y en a qui vont avoir du mal à s'asseoir. Et alors, ils ont trouvé aussi des parents russes d'autres hauts fonctionnaires ukrainiens de haut rang. Entre autres, le chef de l'opération militaire dans le Donbass, Sergueï Naïev, qui a un frère cadet, Maxime, qui vit en Crimée. Oh, bravo. Non, mais il n'y a pas de doute. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Voilà. C'est ce qui s'appelle scier la branche sur laquelle tu es assis. Prochaine fois, Poroshenko, ouais. Tu parles pas avec un coup dans le nez, ça t'évitera de sortir des conneries monumentales. Donc, oui, non, mais je veux dire, vu les liens historiques qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie, c'est du débilisme. Enfin, si tu fais ça, tu peux virer les 3/4 des fonctionnaires ukrainiens. C'est Washington. Et les membres du gouvernement. C'est Washington qui lui a insufflé une idée stupide comme ça, non? Je sais pas. Non, parce que c'est possible. À mon avis, il a hein. essayé de ratisser large pour toucher l'électorat néo-nazi, tu vois, pour essayer de grappiller 3%. Oh, bah là, il s'est pris le. Enfin, là, il s'est pris l'élastique du lance-pierre dans la figure, hein. Pas de son lance-pierre, ouais. Bah, mais c'est magnifique, c'est bien des gens comme ça. Et ça dirige le pays. Oui, bah oui. Je dirais rien, on n'a pas mieux en France. Oh bah c'est clair, oui. De ce point de vue, oui. Voilà. Donc voilà la situation. Donc clairement, je pense que Poroshenko va tout faire pour prolonger la loi martiale, parce qu'il est dans la merde. Il est dans la merde et je pense que ça va dégénérer complètement. Les fidèles en Ukraine disent clairement que si les groupuscules néo-nazis essaient de s'en prendre entre autres aux grosses églises ou aux lores, entre autres la lore de Potchaïev ou celle des grottes de Kiev, ça va se terminer très mal parce qu'ils vont défendre leurs églises. Bah oui, c'est donc logique. ils ne se laisseront pas faire et donc ça va partir en couille. Et là, ça ne sera pas juste dans une région, comme la guerre civile ici, ça va être une guerre de religion dans presque toute l'Ukraine. Ça va être magnifique. Merci Poroshenko, merci le patriarche Bartholomé. C'est une honte totale. Et donc, soit ils vont nous préparer une merde ici sur le front pour la fin de l'année, soit ils vont tenter un truc vers le détroit de Kerch. Bon, maintenant qu'on a inventé leur plan, et vraiment j'insiste pour que nos auditeurs fassent circuler l'information, soit la vidéo, soit les liens qu'on met en description, qui sont les articles que j'ai rédigés, certains en français, mais il y en a certains que j'ai fait aussi en anglais, donc vraiment diffuser au maximum. C'est important, parce que franchement, s'ils arrivent à leur fin, je vous raconte pas la fin d'année qu'on va passer. Elle est déjà mal engagée, franchement. Elle est déjà mal engagée, mais alors là, ça va être une catastrophe. Ah oui. Donc, donc voilà. Donc, je te dis à la semaine prochaine, en espérant qu'ils n'arriveront pas à leur fin. On le saura assez vite, puisque bon, le 23 c'est demain, 23-24, demain après-demain. Et puis, je te retrouve normalement samedi prochain pour le dernier site-rep de l'année avant d'attaquer 2019. Oui. En tout cas, je vous souhaite d'ailleurs un joyeux Noël en avance, puisque pour vous, c'est bientôt. Pour nous, c'est plus tard, ça sera au mois de janvier. Oui, c'est calendrier différent. Donc voilà, donc je te souhaite un joyeux Noël, de même qu'à tous nos auditeurs qui sont en France et qui dépendent du calendrier grégorien. Et donc voilà, un bon Noël à vous et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain site-rep. Merci Christelle, et puis j'aurai l'occasion au prochain site-rep de te souhaiter aussi un joyeux Noël pour le début janvier.
En tout cas, merci pour les informations qui sont très très importantes. Effectivement, tu as insisté et j'insiste encore une fois. Partagez ces informations. L'objectif, c'est pas de faire les cacous en disant on a été les premiers à annoncer une nouvelle. Non, c'est vraiment le but, c'est vraiment de les obliger en fait à renoncer à leur plan foireux. Voilà, parce que ce plan foireux là peut faire d'énormes quantités de victimes civiles, des enfants, des femmes, des jeunes femmes. Comment je dirais, des vieux, des vieux monsieur et des vieilles dames. Des personnes âgées, des civils de manière générale. Voilà. Si on peut empêcher ça, il faut quand même pas hésiter un instant, quoi. Voilà, donc vraiment partagez, faites circuler l'info. Merci Christelle, à samedi prochain. À samedi prochain. Au revoir.